Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui a un parcours différent des gens que j'interviewe d'habitude. Je suis avec Hélène Clabec, qui s'est spécialisée dans le fait d'interviewer des personnes au parcours inspirant. Des personnes qui ont un parcours hors du commun, qui ont tout plaqué simplement pour suivre leurs rêves, pour être alignées avec qui elles voulaient vraiment être et pour faire vraiment ce qu'elles voulaient dans la vie et changer les choses. Bonjour Hélène. Bonjour, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien et toi? Très très bien. Merci pour cette belle intro, effectivement, c'est tout à fait ça. Je me suis dit qu'il fallait résumer ça. Tu fais également d'autres choses, on va en parler pendant cette interview, puisque tu fais des relations de presse, tu fais donc un peu de relations publiques, de communication, de choses comme ça. Ouais. Mais essentiellement, toi, ce qui te passionne, c'est d'interviewer des personnes hors du commun. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours par le passé et de comment tu en es arrivé là? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé ma carrière dans le marketing. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs boîtes, plusieurs agences dans différents pays. Mhm. Et en fait, il y avait beaucoup cet aspect stratégique, cet aspect, comment dire, branding, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'une marque est intéressante? Qu'est-ce Ouais. qui fait que les gens vont être attirés, vont vouloir l'acheter. Donc en fait, j'ai compris un peu tout ce système, entre guillemets, de manipulation qui se plaçait derrière une marque. Mais je travaillais pour certains clients qui en fait ne correspondaient pas à mes valeurs et mes éthiques. Donc c'était pas Ok. forcément les messages que moi je voulais faire passer. Mhm. Et à côté de ça, je me rendais compte que les gens venaient se livrer à moi, me raconter leur parcours. Et là, en fait, j'ai fait le lien entre la vie d'une personne et ce qu'elle fait, tu vois, sa passion. Donc, j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui me racontaient comment ils en étaient arrivés à leur métier, à lancer leurs produits, leur business. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose, tu vois. C'est ça qu'il Mhm. faut mettre en avant, en fait, cet aspect authentique, cet aspect de personal branding en soi. C'est ça qui m'inspire, parce que Mhm. ça inspire à aussi suivre ses rêves, suivre ses passions et mettre en place des choses. Ok, très bien. Donc, tu fais partie de cette génération d'entrepreneurs et j'ai l'impression qu'on en a vu beaucoup ces dernières années. Je trouve ça très bien d'ailleurs, hein, c'est pas du tout une critique. C'est-à-dire qui en gros étaient dans des grosses boîtes avec des gros salaires, bossaient pour des gros clients et qui un jour pètent un plomb et disaient oh putain vous me faites tous chier, c'est pas Ouais, ce que j'attends de la vie. complètement. Je En fait, comprends tellement ça. ouais, et bien évidemment, moi, ça m'est arrivé aussi, et c'est arrivé à énormément de personnes que j'ai interviewées, Mhm. parce que je pense que dans la société aujourd'hui, il y a beaucoup de chimères où on nous fait miroiter en fait une vie qui va se suffire à elle-même, hein, qui va nous combler. Et une fois qu'on l'a, une fois qu'on a en fait coché toutes les cases, on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux, on n'est pas forcément plus ouais, accompli. Ouais. Et, et là, en fait, on attend un moment clé, un déclic, ce que j'appelle un fuck it moment, pour dire mais il faut changer de directive parce que la vie passe. C'est pour ça que ça arrive souvent autour des 25-30 ans. Ouais. La vie passe et qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Et il faut se poser cette question et il faut pas forcément quitter son job et partir à l'autre bout du monde et plaquer sa copine. Mais il faut se poser cette question de se dire ce que je fais tous les jours, la raison pour laquelle je me lève le matin, la boîte pour laquelle je travaille, est-ce que c'est quelque chose qui me Qui fait m'anime. vibrer? Est-ce que mon cœur s'ouvre quand je le fais? Est-ce que quand c'est vendredi soir, j'ai hâte d'aller d'oublier tous mes problèmes et, et, et mon travail? Ou est-ce que je suis heureux quel que soit le jour, en fait? Je pense que c'est très important. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup à nos clients en coaching d'ailleurs. Et parce qu'en fait, les gens ils nous disent mais comment vous faites? Vous travaillez tard le soir, tôt le matin, vous travaillez le dimanche, vous travaillez le jour férié, vous travaillez tout le temps, vous êtes tout le temps disponible. Oui, mais moi j'aime vraiment ce que je fais en fait. J'ai pas envie de m'arrêter. C'est-à-dire que ça m'arrivait souvent de dire non écoute, je vais pas aller à cette soirée parce qu'elle m'excite moyennement, même si sur place je vais bien m'amuser. Hein. Parce qu'en plus, peut-être demain j'ai envie de me lever et j'ai envie de travailler. C'est ça. Et ce moment où tu es pressé de te coucher le soir, moi ça m'arrive tout le temps, hein, parce que je suis pressé d'être le lendemain, de commencer une nouvelle journée, de voir les nouvelles choses qui vont m'arriver. Et ça, c'est magnifique et ça devrait être normal. Ouais. Tu vois, là, je suis depuis peu à Paris Mhm. et je me rends compte, sans vouloir faire de clichés ou quoi que ce soit, mais je me rends compte que quand je parle aux gens de leur vie, de leur quotidien, de leur job, il y a pas mal de frustration. Ils n'ont pas Ouais. forcément envie d'y aller, ils n'ont pas forcément le cœur à l'ouvrage. Et, euh, et je trouve ça dommage, en fait. Tu vois.
Je trouve que c'est important parce qu'on a tous des cadeaux, on a tous des dons, on a des expertises, on a des envies. Mhm. Et il faut pouvoir les exprimer dans ce qu'on fait. Donc, on n'a pas forcément les moyens de le faire au début, tu vois. Parfois, il faut un petit peu galérer ou il faut tâtonner. Mais pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de vivre en alignement, comme on disait, et de Mhm. faire ce qu'on aime. Et j'ai l'impression que plus on avance dans ce chemin, plus les choses arrivent vers nous aussi. Exactement, et ça, toi et moi, on en a déjà parlé en off, mais on peut en reparler ici, c'est intéressant. C'est que quand tu es vraiment aligné, quand tu es vraiment au bon endroit, quand tu es en train de faire la bonne chose, attire naturellement à toi des choses qui te ressemblent. Donc des personnes qui vont se reconnaître en toi, t'attires des opportunités, t'attires plein de choses de par tes rencontres, et ça, tu peux que le faire quand tu es vraiment aligné. Est-ce que c'est ce que tu vois chez les personnes que tu interviews la plupart du temps? Complètement. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Donc, Mhm. quand tu es aligné, tu attires des choses à toi qui vont dans le bon sens. Mhm. Mais quand tu ne l'es pas, tu attires aussi des choses comme des messages qui vont te dire hé, réveille-toi, bouge-toi vite. Et en fait, ce que je trouve absolument magnifique, c'est que dans ces personnes que j'interviewe, elles ont toutes un moment où tout bascule, en fait. Mhm. Et donc, maintenant, en regardant en arrière, elles se disent, tiens, c'était un signe, c'était un message, c'était quelque chose qui me poussait à faire cette transition. Ouais. Et sur le moment, ils voyaient ça comme quelque chose de négatif, et maintenant, ils se disent, non, en fait, c'était magnifique. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, je me disais, ça ne va pas dans mon sens, et ça ne me convient pas. Mais maintenant qu'ils vivent donc en alignement, ils se disent, mais bien sûr, il fallait que j'ai un électrochoc pour me dire, non, je ne vais pas dans la bonne direction. Mhm. Et ça, en fait, ça donne une perspective, pardon, Perspective. perception de la vie complètement Mhm. différente, en fait. Parce qu'on s'attache au positif des choses qui arrivent à nous. Mhm. C'est le fait de se dire, en fait, les choses arrivent pour moi, pas à moi, et se Mhm. rendre compte que bah, les émotions et même tout le reste dans ta vie, en fait, c'est juste des signaux et qu'il faut choisir si tu décides de les écouter ou pas. Et Voilà, ben, en toute logique, en fait, un signal que tu refuses d'écouter, il s'amplifie. voilà, Ça va là pour les émotions, c'est là pour d'autres choses. Hein. Pour des gens qui croient à d'autres choses, c'est la même chose. Si t'écoutes pas le signal, il s'amplifie. Et s'il s'amplifie vraiment beaucoup, il t'explose la gueule, en fait. bien sûr. Et en fait, quand tu n'es pas forcément connecté à ton intuition, Mm. Euh, ben, qu'est-ce que ça va être l'électrochoc? Ça va peut-être être un accident, une rupture, ça va peut-être être de perdre ton travail ou des choses assez difficiles, Mhm. le décès de quelqu'un de proche. Et tu vas utiliser ce moment pour te poser les bonnes questions, en fait, Mhm. pour vraiment faire le point. Mais si tu es un petit peu plus connecté, entre guillemets, là, ça va être des petites choses comme par exemple les paroles d'une chanson, des mots sur un mur, un tatouage, même juste une émotion qui va sortir à un moment donné. Mhm. Et là, tu vas te dire, ah, ouais, c'est un signe. Mais pour ça, il faut être capable d'écouter. C'est ça. Moi, je vois où tu veux en venir. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne voient pas, comment on fait pour aller dans cette direction-là? Toi qui as parlé à beaucoup de gens qui aujourd'hui sont capables de ça, toi-même qui l'es aussi, comment on fait quand on n'est pas du tout de ce monde-là, quand on ne nous a jamais appris à écouter nos intuitions et à écouter nos tripes et ce qu'on ressent et les signes autour de nous, comment on fait Mm. pour se dire, OK, où est-ce que je commence en fait? Alors, j'ai fait un exercice qui était magnifique aux États-Unis avec ce, ce professeur c'était en fait un cours d'intuition. Mhm. Et pareil, tu vois, moi à l'époque, j'y croyais pas du tout, je me sentais pas du tout capable de ressentir des choses comme ça. Et il m'a mis en face d'une personne que je connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vue, on n'avait pas discuté. Mhm. Et il me dit, ok, tu vas fermer les yeux, tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas imaginer qu'en fait, ton cœur et celui de cette personne sont connectés, il y a comme un Mhm. chemin qui passe. Et tu vas te faire confiance. Et je vais te poser une question sur cette personne que tu ne connais pas et tu vas me répondre, rien Mhm. qu'avec ton ressenti, ton intuition. Et il me pose la question en me disant
qu'est-ce que cette personne a besoin d'entendre? Quel conseil peux-tu lui donner? Tu vois? Et sans réfléchir, c'est sorti tout seul. J'ai dit, écoute, je la vois dans une maison avec beaucoup de lumière. Les fenêtres sont fermées, elle est fermée, elle reste enfermée, elle n'ose pas sortir. Je veux lui dire de sortir, je veux lui dire de passer le pont. Enfin, des trucs complètement chocs. Et là, la fille se met à pleurer en me disant oui, c'est la première fois que je sors depuis que j'ai emménagé à Los Angeles. J'avais peur de rencontrer des gens. Enfin bref, elle me raconte tout ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est assez inexplicable, mais j'ai ressenti quelque chose et je l'ai exprimé. Il s'avère que c'était vrai. Donc en gros, la méthode, entre guillemets, c'est de se faire confiance. Je pense que ça nous est arrivé à tous, à un moment donné, d'avoir un pressentiment sur quelqu'un ou quelque chose, de se dire, il y a quelque chose qui cloche, je la sens pas trop, cette personne. Et on veut pas voir les signes. Et au final, il se passe quelque chose, on se prend une baffe et on aurait dû s'écouter, tu vois. Donc, c'est vraiment de se faire confiance et de suivre les petits messages qu'on nous envoie qui sont au départ imperceptibles, qui sont assez légers, fins. Et plus on écoute, plus ça va devenir fort. Exactement. Moi, c'est un exercice. Il y a une coach que j'étais allé voir qui me l'avait fait faire justement. On était à 10 dans une salle en immersion. Et à un moment, comme ça, en plein milieu de rien, en plus, on devait jeûner et tout. Je te dis pas, c'était galère. Et elle nous dit, ouais, maintenant, vous allez dire quelque chose à quelqu'un autour de la table, ce que vous voulez. Et genre, elle nous dit pas pourquoi l'exercice, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des choses, mais ultra pertinentes et ultra profondes qui sont sorties, tu vois. Et là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est quelque chose, moi, que j'ai expérimenté tout le long de ma vie également. Hein. C'est pour ça que je coach aujourd'hui, d'ailleurs. C'est parce que quand je suis en face d'une personne, instinctivement, je sens des choses. Pendant très longtemps, je l'ai pas écouté, ce truc-là. Ensuite, j'ai eu toute une période de ma vie où le truc, il se libérait quand j'étais complètement bourré. Ce qui donnait des situations très compliquées parce que si tu veux, quand je commence à avoir des illuminations sur une personne à 3h du mat, alors que la personne est fragilisée par l'alcool et je commence à lui ressortir des trucs de son enfance, mais parce que moi, ça me paraît complètement évident. Si la personne, elle a rien demandé, elle est pas prête à rien, je me suis retrouvé quand même à récupérer des gens en pleurs à 3-4 du mat bourrés. Et au fur et à mesure des années, tu vois, c'est le truc qui est devenu de plus en plus spontané, de plus en plus naturel, plus besoin d'être complètement bourré pour que ça sorte. Mais, et là, tu te dis, ok, donc en fait, c'était ça depuis le début. Tu sais, tu connectes les points et tu te dis, ah merde, c'était logique en fait. Et, intéressant. Ok, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Magnifique. Et en fait, je pense que c'est vraiment un don qu'on met pas en valeur dans le système éducatif, tu vois, alors que c'est ultra puissant et c'est quelque chose que la plupart des coachs ont, ou même les intervieweurs, c'est de pouvoir voir l'autre personne, mais la voir non seulement avec ses yeux, avec son cerveau, mais aussi avec son troisième œil, avec son cœur. Tu ressens la personne, tu la comprends en fait, sans même peut-être la connaître, et tu leur permets de se voir eux aussi d'une autre manière. Et je trouve que c'est un très joli don. Et en plus, c'est quelque chose que déjà qui n'est pas mis en avant par le système éducatif, c'est sûr et certain, hein, parce qu'autant te dire que si tu arrives à l'école primaire ou au collège et que tu te dis non mais en fait moi je te vois tel que tu es, la personne va te regarder, elle fait va t'asseoir, elle va faire des maths. Hein. Mais en dehors de ça, en fait, si tu veux, ce que j'adore avec tout ça, c'est que tu peux choisir de l'interpréter de la façon rationnelle ou de la façon croyante. Et les deux sont justifiables, en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que d'un côté, tu as tous ces dons, ce troisième œil, ces énergies, ces choses qu'on sent. Et certaines personnes décident que c'est de ce côté-là qu'elles veulent croire à ça. Très bien, ça me va. De l'autre côté, tu as des personnes complètement sceptiques. Mais ces personnes-là, tu peux tout à fait leur justifier aussi parce qu'en fait, ton inconscient perçoit des choses et ton cerveau perçoit des choses que toi, tu ne peux pas percevoir consciemment. C'est le langage du corps, c'est des mimiques dans le visage, c'est le mouvement des pupilles, c'est est-ce que tes pupilles se contractent, c'est se décontractent, c'est est-ce que le ton de ta voix change, est-ce que le battement de ton cœur s'accélère. Et ça, l'inconscient, il peut le percevoir. Ouais. Donc, même si tu es 100% sceptique, tu es obligé de croire à ça, au fait qu'on peut apprendre, si on s'écoute vraiment, à comprendre la personne en face de soi, même si on ne la connaît pas. Tout à fait. Et c'est un peu comme ça que tu avais commencé, non aussi? Ouais. C'est pas pick-up artiste au début? Ouais, moi j'étais pendant 8 ans dans la séduction. D'abord parce que je me suis intéressé à ça, parce que j'étais timide. Ouais. Et parce que j'avais besoin de comprendre. Et au fur et à mesure, je commençais à trouver ça vachement passionnant, de comprendre les mécaniques humaines. Et je me suis intéressé donc à la PNL, au langage non verbal, aux micro-expressions du visage et à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai complètement internalisé toutes ces connaissances et
je fais plus attention, je le fais plus exprès, tu vois. Mais pendant longtemps, je me concentrais pour les déceler. J'allais faire des exercices où des visages ils bougeaient en 1/16e de seconde, il fallait reconnaître l'expression que tu avais vue et tout. Je me suis vraiment fait chier avec ce truc-là, mais c'est hyper utile en fait. C'est C'est hyper hyper utile parce que tu apprends à comprendre les gens. C'est ça. Moi, Et c'est c'est quelque chose pas qui m'a naturel, toujours quoi. fascinée aussi, tu vois. C'est pour ça que je m'étais portée vers le marketing et que Mhm. j'étudiais la psycho à côté, parce que j'ai toujours trouvé l'humain très complexe et très intéressant. Et Mhm. j'ai toujours cherché à comprendre en fait leur cheminement, leur parcours, pourquoi ils se comportent d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, etc. Et principalement le non-dit. Mhm. En fait, arriver à faire sortir quelque chose que tout le monde ne voit pas, tu vois? Ça, je trouve ça génial. Parce qu'on a tellement à apprendre des gens, si seulement on se donnait les moyens de les voir comme ils Apprendre à sont, regarder, ouais. comme ils essaient de paraître, tu vois? Je trouve ça tellement plus beau et profond. C'est juste en fait apprendre à regarder, apprendre à écouter. Moi, je sais que dans mon entourage personnel, beaucoup de gens sont comme ça. Parce que, bah, en fait, par la force des choses, avec les années, si tu veux, je suis resté entouré de gens qui me ressemblent, forcément, hein, et pas d'autres. Et on a des fois des moments comme ça qui sont très drôles, que ce soit en professionnel ou en personnel, hein, où tu sais, t'es à plusieurs autour d'une table en train de discuter et tout, il y a quelque chose qui se passe, et t'en as juste deux, trois qui se regardent, fait, tu l'as vu, hein? Ouais. Et t'as la personne qui vient de faire ce truc, tu vois, tu fais, pourquoi vous me regardez comme ça, là? Ah, tu sais pas? Attends, on va t'expliquer ce que tu viens de faire et pourquoi tu viens de le faire. C'est ça. Mais Et est-ce que c'est fatigant pour ton entourage parce qu'ils se disent: «Mais attends, le mec, il voit alors, à travers tout ce que je fais, je peux pas vraiment, oui et non. Si tu es en permanence en train de guetter, de faire des remarques sur la moindre chose qui se passe, c'est insupportable pour l'entourage. Ils se sent plus du tout en sécurité. ouais, Quand tu vois à ce point-là une personne, quand tu sais lire vraiment dans la tête d'une personne, concrètement, hein, ce qui est très utile pour le marketing, tu as aussi un devoir de fermer ta gueule, en fait. C'est-à-dire que, mmh, ouais, je vois des choses, mais si toi, consciemment, t'as pas décidé de m'en parler, ou si toi, consciemment, tu me poses pas des questions, ou si tu vas pas vers moi spécifiquement parce que tu sais que j'ai vu, moi, je vais rien dire. Moi, je vais faire comme si j'avais pas vu et je vais te laisser. Le scénario que tu choisis de te raconter, le personnage que tu choisis d'incarner, c'est pas à moi de te le dégommer. C'est pas mon rôle. Je suis pas mmh, là pour sauver les autres. Je veux pas être posé dans ce triangle de Cartman où je suis là pour te sauver de ce que tu veux représenter, etc. C'est pas ouais, du tout mon problème. Moi, les gens de mon entourage, personnel comme professionnel, mes clients, etc., je les prends comme ils sont, à 100%. Donc, si tu veux, si tu veux arriver chez moi avec ton bullshit et ton personnage, et que tu veux pas que je le dégomme, c'est ok, je te laisse faire. Je vais rien dire. Je vais rentrer dans ton jeu, je vais faire comme si de rien n'était. À part pour nos clients, parce que eux, en l'occurrence, ils nous payent pour qu'on dégomme ce truc-là, tu vois. oui, voilà. Donc non, si mon client, quand il arrive, il me dit ouais, moi je pense que, je fais, moi je pense que tu es en train de te foutre de ma gueule ou de te foutre de ta propre gueule. Donc, Mmh, mais non, en fait, il faut apprendre à se taire. Parce que sinon, c'est inconfortable pour la personne en face de toi. Il faut que la personne elle puisse rester à côté de toi en se disant j'ai confiance, il va pas rentrer dans mon crâne toutes les 3 secondes. C'est hyper, sinon, c'est hyper stressant en fait. De ouais, savoir que quoi que tu dises, la personne en face, elle voit au 18e degré de ce que tu racontes. Quelle c'est ça, horreur. ouais. Des fois, j'ai envie de me mentir à moi-même, quoi. Laissez-moi tranquille, c'est confortable. Je suis bien, je suis cosy et tout. Je raconte ma petite connerie. Je sais déjà que je me mens, mais c'est plus Ouais. confortable. On vit beaucoup dans le déni, hein, je pense. On se crée des mondes, en fait, qui n'existent pas forcément, mais en même temps, on a tous notre perception qui est propre à nous, donc c'est difficile de savoir ce qu'est la réalité également. Mais enfin, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que ce que j'essaie, entre guillemets, de dégommer de mon côté, c'est les limites qu'on Mhm. s'impose à nous-mêmes. Oui. Je pense que c'est ça le travail qu'il faut faire de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances, on ne se sent pas capable de faire des choses. Mhm. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dans mes conversations, mes interviews, c'est pousser les gens dans les retranchements, dans leurs retranchements, pour qu'ils se posent les bonnes questions, de se dire: «Tiens, pourquoi pas moi, en fait?» ou «Pourquoi pas?» Mhm. Je suis d'accord avec ça. Tu parlais avant de réalité, je trouve ça intéressant. Parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, la réalité qui nous entoure, pour chacun, est une perception. C'est-à-dire que chacun, avec nos sens, on la voit différemment. Donc déjà, tu peux poser le postulat qu'en fait, la réalité n'existe pas, puisqu'on l'interprète chacun de notre façon. Si la réalité, et donc par extension la vérité n'existe pas, puisqu'à chaque fois, c'est des interprétations de chaque personne par rapport Oui, à ses sens, son vécu, plein de choses, et que deux personnes côte à côte ne voient pas la même chose, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible? ça ouvre le Et champ. ouais.
C'est ça. Et moi, c'est ça mon grand kiff dans la vie, tu vois, c'est de voir le monde comme un enfant de 3 ans en me disant, genre, je vais aller expérimenter. Tout est possible, tout est impossible. Je peux tout faire, je peux tout réussir, je peux tout rater, je peux tout, ce que je veux, en fait. Je fais, ouais, cool, on va aller jouer. C'est un jeu, c'est un jeu. C'est un putain de jeu. C'est impossible, comme C'est dans ça. How I Met Your Mother. Ouais, c'est ça. C'est comment... Ouais, c'est ça. Ils C'est l'ont. ça ou pas? Impossible. Je crois qu'en français, ils l'appellent le possible, un truc comme ça. Le possible, un truc comme ça. Mais c'est quand tu découvres ça, quand tu as ce déclic-là, c'est extraordinaire. Il n'y a plus aucune limite. C'est je peux faire ce que je veux, de la façon dont je veux. Et je crois que c'est David Laroche d'ailleurs qui dit ça dans ce séminaire, etc. Qui dit demande-toi s'il y a une seule personne au monde qui l'a déjà fait. Bah, s'il y en a une qui l'a fait, c'est que c'est possible. Hein. Et même si personne ne l'a fait, Personne l'a encore fait. c'est ça, c'est ce que Bob Grastam disait dans ma dernière interview. C'est lui qui a fondé Hyperloop, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et en gros, il me disait quand tu te retrouves à travailler dans une industrie qui est très, comment on appelle ça, où les choses ne changent pas, tu vois, très conservatrice. Il me dit c'est ta meilleure opportunité d'apporter du changement parce que personne ne l'a fait avant. Donc en fait, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau parce que toi, tu as l'idée et tu as cette chance d'y aller. C'est dur d'être le premier à le faire, mais malgré tout, on se rappellera de toi, tu vois. C'est un questionnement intéressant parce que nous, justement, on a des règles assez strictes vis-à-vis de ça par rapport à nos clients. Ceux qui sont débutants, qui ne gagnent pas encore beaucoup d'argent, qui n'ont pas encore un business très établi, avec nous, ils ont stricte interdiction d'innover. C'est-à-dire que tu prends quelque chose qui marche, tu le reproduis avec ta personnalité. Et j'avais ce débat justement ce matin avec des clients qui disaient ouais, c'est une vision du monde quand même très américaine, machin, c'est blanc ou noir, etc. Je fais non, attends. Et je leur ai cité plusieurs noms de très grands coachs, entrepreneurs français. Je fais c'est eux, ils veulent innover, ouvrir une nouvelle voie, un nouveau marché, s'ils veulent faire des fantaisies, etc. Ils ont l'autorité, l'audience et les reins pour le faire. Je fais innover et casser les codes, etc. À long terme, c'est extraordinaire. Pas si tu dois bouffer le mois prochain. Si tu es dans l'urgence et dans le besoin d'argent, prends quelque chose qui marche, reproduis-le avec ta personnalité et applique bêtement ce qui fonctionne déjà. C'est ce qui va te donner le plus vite des résultats. Tu as une assise financière, tu es tranquille, tu veux changer la face du monde, tu veux éduquer à quelque chose de nouveau. Oui, c'est extraordinairement gratifiant, c'est superbe. Ça ne paye pas à court terme. Après, je pense que tes clients, c'est des personnes qui ont déjà intellectualisé leurs besoins de changement. Donc en fait, ils sont dans une stratégie où ils savent qu'ils veulent créer une entreprise, ils ont les moyens aussi de prendre un coaching pour le faire. Et donc, ils sont plus dans une préparation qui reste cadrée. Que en fait, les gens que j'interviewe qui, eux, cassent les codes, c'est ça. Eux, en fait, c'est pas du tout préparé, tu vois. Il se passe quelque chose, il y a une explosion, et là, paf, coup de poker, on casse tout, on change tout, on y va, et ça marche, tu vois. Parce que c'est un ras-le-bol, en fait, plutôt. C'est le truc où j'envoie tout valser et j'ai besoin de changement et j'ai pas le temps, tu vois. Mais en général, c'est des gens, comme on le disait avant, tu vois, c'est des gens qui avaient des carrières avant. Donc, qui ont une sécurité, une assise financière, des choses comme ça, et qui peuvent se permettre donc de tout envoyer bouler et de dire moi, je vais recréer ma réalité. Je vais créer une nouvelle réalité pour ma vie et je veux que ce soit extraordinaire de la façon dont je veux que ce le soit. Ouais. On a mesuré il n'y a pas longtemps, il y a une étude suisse là-dessus, hein, qu'en moyenne, quelqu'un qui est dans l'insécurité financière sur le long terme perd 10 points de QI. C'est pas vrai. 10 points de QI, quand même, il faut savoir que le QI de 10 points, c'est un écart type de 2, hein, donc c'est-à-dire que tu es 2 fois plus con. Enfin, c'est un peu radical dit comme ça, mais c'est une réalité. Donc ça veut dire que tu peux pas faire des choses extraordinaires si tu es en train de crever de faim parce que tu sais pas si tu vas pouvoir bouffer la semaine d'après. C'est pour ça que les personnes qui font des choses extraordinaires, en général, c'est des personnes qui ont une croyance, qui savent que c'est possible, mais j'ai très peu vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. J'ai très peu vu de personnes qui étaient dans la sécurité financière de ouf et qui ne savaient pas comment manger le mois d'après, lancer des trucs complètement innovants qui allaient changer la face du monde. Pense à toi d'abord, sécurise-toi, et ensuite change le monde. Parce qu'il faut être une certaine personne pour pouvoir changer le monde. Et ça, c'est ces personnes-là que tu rencontres. Elles sont déjà arrivées à ce stade, je pense, hein, c'est mon point de vue, juste. Hein. Elles sont arrivées à ce stade où elles sont déjà une certaine personne. Elles sont la personne qu'il faut pour changer le monde. Tout à fait, ouais, c'est ça. En fait, ça se fait en 2 étapes. C'est d'abord, elles changent leur vie, donc elles se transforment elles-mêmes. Elles, comment tu dis, embody? Tu vois, elles portent. Ouais, incarner. Ouais, elles incarnent la personne qu'elles veulent être.
ou il. Et ensuite, là, elles vont s'attaquer à ce qu'il y a autour. En se disant, qu'est-ce que je vais changer autour de moi et C'est surtout, ça. comment mon histoire personnelle a du sens avec l'impact que j'ai envie de créer au final. C'est ça, c'est pour faire telle et telle chose, il ne faut pas se demander comment la faire, il faut se demander qui je dois être pour la faire. C'est ça. Et après, ça vient naturellement parce que, par exemple, moi, pourquoi est-ce que je me suis amusée à interviewer des gens qui ont tout quitté pour suivre leur passion? Parce que, évidemment, c'est ce que moi, je souhaitais faire. Ah ouais. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et Oui. j'avais besoin, en fait, de cette inspiration pour passer à l'action. Et je me demande si toi, c'est la même chose aussi avec... Moi, j'ai un parcours qui est quand même un peu spécial sur l'entrepreneuriat web par rapport à la plupart des gens, puisque j'étais dans les blogs depuis très très longtemps. J'ai travaillé en freelance pour des entreprises, mais aussi des entrepreneurs web pendant très très longtemps. Et finalement, effectivement, à force de les rencontrer, à force de travailler avec eux, à force d'en interviewer, je me suis dit, Ouais, vas-y, j'en ai marre de le faire pour les autres, je vais le faire pour moi. c'est ça. Et aujourd'hui, je continue d'interviewer des gens, mais parce que j'aime ça, juste. C'est pas que j'ai besoin de le faire. Parce Mm. qu'aujourd'hui, c'est parce que ça m'éclate de rencontrer de nouvelles personnes, d'en faire découvrir aux gens qui me suivent et de propager un message et un univers et tout. C'est mon Donc, kiff. c'est une Mais communauté importante. hmm C'est important d'avoir une communauté de gens qui te comprennent et qui sont un peu avec le même état d'esprit. Complètement. Mais effectivement, au tout début, quand j'ai commencé un peu le web, etc., j'allais interviewer des personnes, tout simplement, parce que c'est des personnes beaucoup plus avancées que moi, qui étaient exactement là où je voulais être C'est et ça. que je voulais rencontrer parce que je voulais être inspiré, je voulais comprendre comment elles avaient fait pour pouvoir reproduire, en fait. Bien Tu sais, sûr, tu prends un modèle qui marche et tu le répliques. Ça marche, c'est quand même encore ce qui fonctionne le mieux. exactement, bien sûr. Et toi, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Et ce que tu fais dans ton métier, en quoi ça s'aligne avec ton chemin de vie, entre guillemets? Moi, mon chemin de vie, il s'est beaucoup articulé autour de se montrer qu'on est capable de. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais pas faire telle et telle chose dans la vie parce que j'avais été conditionné à ça. Et tu vas être comme ça, tu peux pas faire. C'est ça. Et ça me faisait profondément chier. Et de Comme toute quoi, façon, par exemple? dans la vie professionnelle essentiellement. Ou puis même dans d'autres choses, en fait. On m'a dit que moi, j'étais pas sportif, que j'étais le dernier des alcoolos de boîte de nuit du week-end. 2 ans après, je courais le marathon, tu vois. Je vous emmerde, je fais ce que je veux. Je suis assez con pour. Ouais. On m'a dit, non, mais toi, de toute façon, tu viens d'une famille comme ça, donc tu vas reprendre le schéma familial. J'ai fait, non, allez vous faire foutre. Moi, je vais être entrepreneur, je vais monter un truc dans un domaine où ma famille n'y comprend rien, Mmh. etc. Et je veux montrer aux gens que c'est possible, mais surtout, je veux leur éviter les 10 ans de galère que j'ai eu avant parce que je voulais changer la roue. Je voulais innover. Je voulais montrer que j'étais plus intelligent que les autres, que je faisais mieux, que je savais, que je pouvais apporter autre chose. Si je m'étais dès le départ concentré sur la réalité de ce que les gens veulent et sur ce qui marche, et ça, c'est de la compréhension humaine, pas plus compliqué que ça. Si tu comprends l'humain, tu comprends le business. Aujourd'hui, le principal problème des gens qui se lancent, c'est qu'ils placardent ce qu'ils croient savoir et ce qu'ils veulent donner à des Mmh. gens qui n'en veulent pas. Trouve ce que les gens veulent, donne-leur ça. Tu as un business. C'est ça. Et cette compréhension, moi, je veux la donner aux autres. C'est pour ça que je coach. Je trouve ça c'est un peu complexe quand même. En fait, le lien entre l'offre et la demande, parce que Mhm. pour moi, si tu veux être innovant, tu dois apporter quelque chose qui n'existe pas déjà. Donc Mhm. oui, tu appliques les règles, mais je trouvais ça important ce que tu disais de dire on y met sa personnalité, on y met ce qui est unique chez nous, et, euh, et on y va. Dans ta communication, dans ton personnage, dans ton branding, dans tout ce que tu veux, tu peux mettre de toi, tu peux mettre de la nouveauté, tu peux mettre de l'innovation. Là où il n'y a pas d'innovation possible quand tu veux juste lancer ta première boîte, c'est qu'est-ce que les gens veulent. Je sais pas, on va prendre l'industrie de la perte de poids. Tu peux innover autant que tu veux. Il va te falloir 50 ans et des budgets publicitaires de plusieurs millions si tu veux éduquer à l'amour de l'effort, par exemple. C'est pas ce que les gens achètent, c'est une réalité du marché. La réalité du marché, c'est je veux des abdos dans 4 semaines en C'est bouffant ça. des kebabs. Ouais. Vends-leur ça, vends-leur ça. C'est la réalité, c'est ce qu'ils demandent. Tu leur vends ça, et une Ouais. fois qu'ils ouvrent le produit, il y a écrit à partir de maintenant, tu vas manger des putains de haricots verts. C'est une règle de business. Vends-leur ce qu'ils veulent, donne-leur ce dont ils ont besoin. Mais Hmm. si tu vends aux gens ce dont ils ont besoin, en général, sachant qu'ils n'ont pas conscience, ils n'achètent pas.
Personne achète un programme de sport qui dit tu vas galérer à la salle pendant 6 mois pour perdre 10 kilos. C'est ça. C'est ça. Pourquoi il y a des gens qui réussissent, pourquoi il y en a d'autres qui ne réussissent pas? C'est la quantité d'efforts que tu mets et le plaisir que tu y prends. Ouais. Ça, je pense que tu le vois chez ceux qui interviewent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je vois aussi parce que, quelle que soit la définition du succès, parce que l'interview, c'est pas forcément des entrepreneurs qui cherchent à gagner des millions, etc. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est qu'ils font ce qu'ils aiment. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ben, ils sont dessus non-stop, en fait, ils sont focalisés et il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu es comme ça ne peut que marcher. Mais parce que tu es tellement obsédé que tu vas continuer encore et encore et encore par démarche itérative. Tu vas essayer, apprendre. Il y en a certains, il leur faudra 1 mois, d'autres, il leur faudra 10 ans. Mais tu es obligé d'y arriver au bout d'un moment. C'est pas possible. Tu vois, on connaît personne au monde qui a essayé pendant toute une vie de faire un truc qui n'a jamais marché. Ben, il y a quand même des peintres, des écrivains, etc., qui ont eu de la reconnaissance après leur mort. Parce que le marché n'était pas prêt, malheureusement. Parce que le monde n'était pas prêt à ce qu'ils avaient envie de donner. Non. Pour moi, les gens qui ont du succès, effectivement, succès est à mettre entre guillemets. Un succès, ça peut vouloir dire plein de choses différentes pour plein de gens différents. Hein. Moi, je connais des gens qui veulent des millions et des millions et des millions et des milliards et des penthouses à New York. Moi, c'est pas ma définition du bonheur. Moi, tu me fous dans un chalet à la montagne avec des chèvres, je suis heureux. Hein. Faut juste qu'il y ait Internet, sinon je suis dans la merde. Parce que si Internet s'arrête, mon cœur aussi. Mais si tu veux, moi, un grand chalet en bois, ça me rend plus heureux qu'un penthouse à New York. Ma définition du succès n'est pas la même. Je compte pas être milliardaire. Rien à foutre. Mais effectivement, tous les gens qui ont du succès et qui réalisent leurs rêves et qui atteignent leur but dans la vie, c'est des gens qui sont obsédés et qui aiment vraiment ce qu'ils font. C'est ça. Si tu aimes assez, en fait, tu es tellement amoureux du processus que tu vas le faire 12 heures par jour et donc tu auras des résultats dans ce que tu fais. Mais quand les clients viennent te voir, qu'est-ce qu'ils te demandent en fait? Est-ce que c'est principalement axé sur un aspect monétaire ou pas? Et surtout, quand ils atteignent ce but, comment ça se passe en fait? Comment est-ce que toi, tu peux les coacher aussi si jamais tu sens qu'il n'y a pas forcément le bien-être émotionnel qui est rattaché à ce succès financier? Chez nous, en interne, on a une double compétence. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais énormément d'émotions, d'humains, etc. Pendant que Florian, mon associé, fait beaucoup de marketing, de business, de vente, vraiment des trucs très terre-à-terre, très business. Ouais. Donc, en fait, à deux, on leur amène cette double compétence. La plupart des gens viennent chez nous avec un problème financier. Je veux gagner plus. Je veux plus de clients. Je veux créer mon entreprise. Je veux changer mon positionnement, des choses comme ça. Mais essentiellement, c'est des gens qui veulent plus de clients. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. On est reconnus pour ça. Attracting clients. Hein. Mais derrière, en fait, moi, je sais que je peux leur donner la méthode marketing pour le faire. Si on ne fait pas sauter aussi certains blocages émotionnels et certains questionnements, ils ne vont pas pouvoir l'appliquer correctement. Tout à fait, ouais, complètement. Donc, nous, de toute façon, c'est très simple. Quand tu arrives en coaching avec nous, le module 1, c'est vision. Vision à 10 ans, blessure d'enfance, comment tu te vois, comment les autres te voient, toutes ces questions-là. C'est le module 1. Tu n'as pas fait de business encore. On commence par là, on est obligé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler aussi parce que forcément, en décidant de devenir entrepreneur, j'ai dû beaucoup travailler sur ma confiance en moi, sur mon rapport avec l'abondance, avec le succès. Et en fait, moi, ce qui se passait, c'est que j'avais des opportunités, tu vois, mais je les repoussais et je me rendais pas compte. Et en refaisant un petit peu mon parcours d'enfance, je me suis rendu compte que certaines situations, en fait, assez violentes qui m'étaient arrivées, m'avaient affectée. Et du coup, pour moi, le succès représentait la mort. Donc, je me disais, si je suis trop dans la lumière, si je suis trop heureuse, je vais mourir. Et c'est débile, tu vois, quand tu penses comme ça, mais c'était complètement inconscient. C'était un schéma qui s'était créé, répété. Et du coup, dès que quelque chose de magnifique m'arrivait, que ce soit dans ma carrière ou en amour, etc., je faisais du self-sabotage. Et on a travaillé justement avec des coachs, de multiples coachs dans différents domaines, que ce soit spécialisés en traumatisme, en relations, en business, en finance et tout. J'ai compris qu'en fait, le cœur de mon business, c'était moi. Et donc, moi, il fallait que je sois bien dans ma peau, dans ma tête, pour pouvoir réussir un business qui fonctionne. Et ce que tu as dit là, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand tu es entrepreneur, ton business est le reflet de toi. Si tu vas bien, ton business va bien. Si tu vas mal, ton business va mal.
J'en parlais avec une coach il n'y a pas très longtemps que je suis allé voir à Genève et on rigolait ensemble parce qu'on parlait de relations personnelles, etc. Et on a arrivé à la même conclusion en fait. Quand nos relations personnelles déconnent, nos ventes dégringolent. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que quand le perso va mal, on ne vend plus. C'est On ça, règle le truc qu'on voulait pas régler, ça remonte. bien sûr, Ton état émotionnel donne ton business. En fait, c'est toi qui dictes la réalité de ton business. Parce que tu vas amener tes émotions, ta communication dans ton business. bien sûr. Mm. C'est hyper frustrant. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça s'arrête jamais, entre guillemets, il y a toujours du travail à faire sur soi. Mais Donc, oui. il faut des bases solides quand tu crées ton entreprise. Mais en fait, plus tu montes euh, avec ton biz, plus toi, tu dois aussi monter en fait, pour Oui, matcher le niveau de fréquence de complètement. soutien. Et c'est quelque chose dont je parlais avec Visham, je ne sais pas si tu connais le fondateur de Mind Valley. Le nom me dit quelque chose, mais là, je vois pas fort, je regarde. En gros, lui me disait, en fait, il avait passé 15 ans à rechercher ce sujet-là et il avait créé comme une solution pour, euh, pour répondre à ce problème de self-sabotage Mhm. quand notre business et notre vie passent à des niveaux supérieurs. Ouais. Comment faire pour garder ça? Et ce qu'il disait, c'était le plus important, c'est la façon dont on se voit, la perception qu'on a de soi, parce que si tu restes bloqué à un certain niveau, comme toi, tu me disais, par exemple, quand tu étais petit, on me disait, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, Mhm. t'as pas le niveau. Si toi, tu ne changes pas cette vision-là, qui en fait est fausse, hein, qui est montée de toutes pièces, euh, ce qui est autour de toi ne pourra pas décoller, en fait. Donc, même s'il t'arrive des choses, ça va foirer. Donc, il m'expliquait vraiment l'importance de continuer à travailler sur soi, de continuer Permanence. à travailler et à se rendre compte, surtout qu'on mérite d'avoir ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pourquoi pas moi? Parce que c'est ça, en fait, le point numéro un, de se dire, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Par exemple, j'ai envie, j'en sais rien, d'avoir le penthouse à New York, ou j'ai envie de vivre dans la montagne avec des chèvres, ou peu importe quel est notre rêve. Bah, je peux, tu Bah vois. oui, Il bien n'y a sûr. pas de raison. Il y a toujours un système qu'on peut mettre en place. Il y a toujours des C'est une étapes. décision. C'est une simple décision. Mais après, maintenant, il faut accepter tout ça. Il faut passer à l'action. Et tout ça, c'est dans la tête. Oui, complètement. Dire, mais c'est un choix, quoi. C'est une réalité, en fait. C'est-à-dire que, comment dire ça? Moi, si tu veux, quand j'ai commencé à faire du business en ligne et du coaching, je faisais du freelancing avant pendant des années pour des entreprises. Mm. Et au début, ça marchait pas comme je voulais. Je suis allé chercher avec une coach que, de par mes conflits d'ado, si tu veux, avec mon père, j'avais attribué le fait d'avoir de l'argent à être comme lui. Alors, tout ça, c'est complètement dans ma tête. Le pauvre, il avait rien fait en plus. Hein. C'est ouais, si j'ai de l'argent, je vais être comme lui. Si je vis comme lui, je vais faire ça et ça, je veux pas. Donc je veux pas d'argent. Ouais. Et imagine-toi, tu détricotes la pelote de laine. Et ce que j'ai Bien fait avec la coach, je peux avoir de l'argent sans être exactement comme ça. C'était la première étape. sûr. La deuxième étape, c'était comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a que moi j'ai rejeté à 13 ans, tu vois? Et tu détricotes, en fait, non, il a rien fait du tout. C'est moi qui ai perçu ce truc-là et qui l'ai projeté sur lui. Et au fur et à mesure, tu détricotes. En un mois, je suis passé de, je sais pas, 1000, 2000 balles par mois à 25 000, je crois. C'est à cette époque-là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, je signais 3 clients par semaine, quoi. Mais en Mm. fait, ouais, j'avais un blocage sur l'argent dont j'avais absolument pas conscience. Hein, Ouais, parce que je viens d'une famille aisée, j'ai toujours eu de l'argent. J'avais pas l'impression d'avoir un blocage avec l'argent. Hein. c'est Et ça. en fait, j'avais pas de blocage avec l'argent des autres. Hein, mais c'est dans j'étais bloqué, c'est de ouf. Je l'ai fait sauter. Ça a commencé à arriver partout. Je fais, attends, c'était si facile. C'est quoi ce bordel? Vous foutez de ma gueule? Bien sûr. Et il n'y a pas de coïncidence, en fait. C'est Mais complètement non. dingue quand tu comprends, en fait, la façon dont l'univers fonctionne, en fait, qui est Mhm. vraiment en termes d'énergie, de ce que tu attires et ce que tu représentes, en fait, ce que tu vibres toi. Tu te dis, mais ouais, il y a plein d'exemples partout. Bien sûr. Et moi, j'aime bien m'attacher aussi au schéma qui se répète. Mhm. Et par exemple, cet été, il m'est arrivé, je pense, 3 fois de suite qu'on me vole des affaires. Donc, que ce soit ma valise, mon appareil photo, mon sac, mon portefeuille, enfin bref, des trucs vraiment de valeur. Mhm. Euh, et je me suis dit, attends, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et pareil, quand j'ai travaillé ça avec une coach, j'ai compris que c'était justement cette peur de l'abondance, cette peur d'avoir des choses, qu'on me Dès que les... j'ai quelque chose, on me le prend. Ouais, c'est ça. Donc en fait, après, j'ai réussi à trouver en fait
l'équilibre entre avoir une vie minimaliste qui, moi, me convient, parce que j'ai pas envie d'accumuler plein de choses. Je préfère avoir une vie assez simple qui me permette aussi d'être digital nomade et de voyager. J'ai Mhm. pas besoin de beaucoup de choses, mais à côté de ça, je veux euh, pouvoir garder ce que j'ai et en fait en comprendre et en apprécier la valeur. Et encore une fois, c'était relié à moi, où je ne voyais pas ma valeur, donc je ne voyais pas la valeur de mes affaires, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est complètement fou. Toujours comme ça. C'est pour donner un autre exemple, on a eu il y a quelques temps de ça une cliente qui avait une blessure d'abandon. Donc, pour ceux qui écoutent, c'est la peur de t'as été abandonné ou tu t'es senti abandonné pendant l'enfance par une personne importante dans ta vie. Et donc, tu es complètement terrifié au niveau inconscient de l'abandon. Le problème, c'est que ça se manifeste dans la façon de trouver des clients et de les garder ou pas. Ah Tu es ouais, sur le point de signer un client, un gros client sur un gros deal, c'est important pour toi, il y a de l'émotionnel dedans. ouais, Et le client, il répond pas à 24 heures. Si toi, tu vas bien vis-à-vis de ça, la seule chose que tu te dis, c'est bon, il doit être occupé, quoi. Enfin, moi, personne ne répond pas à 24 heures ou même une semaine. Bon, bah, elle m'écrira quand elle pourra. Si elle ne m'écrit pas, c'est qu'elle veut pas. Tant pis, quoi. ouais. La personne avec la blessure d'abandon, elle va d'abord essayer de l'appeler. Ensuite, elle va lui envoyer un mail. Ensuite, elle va lui envoyer 3 messages. Elle va faire une crise de panique. Elle va lui écrire 17 fois. Et le problème, c'est que du coup, nécessairement, elle va faire fuir la personne en face. Mm. Donc, en ayant peur de l'abandon, elle va le créer. Exactement, bien sûr. Et toutes les blessures, c'est ça. C'est en fait, tu te lèves le matin en enfilant ton personnage de j'ai telle blessure. Et en fait, tu vas pas dans la réalité pour essayer de te donner tort. Tu vas pour essayer de te donner raison. C'est un biais de confirmation. Oui, tout à fait. Tu vas dehors, tu vas aller Une chercher des qualité. validations de ton truc. Ouais. Et donc, si tu résous pas ça, tu restes dans tes schémas en permanence. Mm. Et ça, c'est, enfin, l'exemple que tu me donnes avec le message, c'est rigolo, mais c'est comme en amour, en fait. Oui, bien sûr. J'ai pas reçu le texto, qu'est-ce qui se passe? Il est plus intéressé. De ouf. Mais Classique. on est tous comme ça avec nos propres blessures, tu vois. C'est que ce soit des blessures d'injustice, d'humiliation, d'abandon, peu importe. On va Mm. reproduire des schémas. C'est ça. Tant que tu résous pas tes blessures, tu reproduis tes schémas encore et encore et encore. Et c'est vrai que c'est intéressant les relations avec les clients ou avec même les coachs, tu vois, les patrons, etc. Mhm. Tu as beaucoup de schémas en fait de pouvoir. Et par exemple, pour les femmes, si tu as des daddy issues, tu vois, des choses qui sont pas réglées, par exemple, avec ton père, ben, tu vas pouvoir tu vas sûrement les reproduire avec ton supérieur ou avec ton client. Et moi, c'est quelque chose que je faisais d'ailleurs au début, ou quand j'avais des clients hommes, Mhm. et ben, en fait, je répétais un schéma toxique où je mettais trop de temps à leur répondre parce que, parce que c'était la relation avec mon père, la distance émotionnelle, bref, tous Mhm. ces trucs-là où je répétais le schéma. Et j'ai vu ça, j'ai compris, j'ai arrêté. Mais sur le coup, je voyais pas du tout le rapport, alors qu'en fait, si. Et c'est fou comme, encore une fois, il faut vraiment pouvoir Tu, nettoyer tout ça. tu reproduis ton schéma, tu attires. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai vu par le passé dans ma vie sentimentale, hein. Et c'est devenu un running gag avec mes potes, tu vois, avec les profils MBTI, les choses comme ça. Si c'est le bingo, tu sais. C'est ENFP, blessure d'abandon non résolue, daddy issues. Je fais où la kryptonite? Moi, je m'en vais. Ça y est. Non, non, je fais ça, ça va me placer dans mon schéma en sauveur. Je fais où? Non, je m'en vais, au secours. Bien sûr. Mais j'ai attiré ça toute ma vie. Hmm. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Bien sûr. Si Bon, moi, tu... vraiment, tu vois, ce que j'admire dans les profils de gens que j'interviewe, c'est vraiment cette idée de, comment dire, en fait, souvent les gens qui cassent les codes, c'est des gens qui en ont plus rien à faire, tu vois, Mhm. unapologetically themselves. Ils en ont rien à faire, ils sont eux-mêmes. Et tout ça, ils ont peut-être pas forcément, tu vois, nettoyé tout leur schéma Mhm. d'enfance et tout, mais ça leur passe au-dessus, tu vois. Ils y vont, ils ont pas peur, ils sortent de leur zone de confort beaucoup, parce que le regard de l'autre ne leur importe plus, en fait. Donc, C'est ça. c'est ça que je trouve vraiment génial. Vraiment génial. Pour être vraiment toi-même, il y a un moment, il faut aussi être capable de n'en avoir plus rien à foutre. C'est-à-dire que c'est la phrase de Brené Brown sur la vulnérabilité, hein, qui dit la vulnérabilité, c'est accepter pleinement d'être soi dans Ouais, l'incertitude de la réaction de l'autre.
C'est-à-dire, Mmh, je vais accepter juste d'être moi-même, d'amener ce que j'ai là maintenant sur la table, et je sais ça. pas comment ça va être reçu. Peut-être que je vais me faire défoncer, mais c'est ok. C'est moi de toute façon. Ouais, et de toute façon, quand tu discutes, quand tu rencontres beaucoup de personnes, tu vois bien que tu fasses une chose ou l'autre, ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. Donc c'est un chemin en fait qui il y a plus de fin, tu vois. Il y aura toujours des gens que tu vas faire chier de toute façon. Donc, Exact. Donc à partir de ce moment-là, autant être soi-même, tu vois. je suis tout à fait d'accord. Tant, tant que tu sais qui t'es, c'est ça aussi. Si tu sais pas, ben, Commencer par là. Et c'est vrai que là-dessus, on pourrait faire au moins 2 heures de plus. bien sûr. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est ça. C'est quand on dit savoir qui tu es, ça passe par beaucoup de choses. Mais pour commencer, une bonne piste, c'est savoir quelles sont tes valeurs principales, savoir quelles sont tes blessures, Mmh, savoir qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu refuses dans ta vie, qu'est-ce qui trigger tes émotions d'une façon que c'est genre juste hors de question, connaître tes limites, tes besoins, tes envies, etc. Déjà là, tu en as pour quelques années de boulot. c'est ça. Mais ça simplifie la vie. Moi, la question que je préfère me poser plutôt que qui suis-je, c'est qui je sais pas si ça se dit, qui veux-je être? Qui, Ouais, qu'est-ce que je veux, ouais. qui Qu'est-ce est-ce que que je je veux veux devenir, ouais. être? Et ça, c'est beaucoup plus important parce que ça donne cette idée d'élévation. Donc, je dirais ce serait mon moi supérieur. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je suis une personne, voilà, peu importe, mais j'ai envie de devenir cette personne qui est moi en mieux. Je Tu vois, comprends. donc dans ma tête, je vais me dire, si j'étais déjà comme ça, qu'est-ce que je ferais ou comment je réagirais? Et là, ça te permet en fait de changer ton comportement parce que tu Mhm. tentes des choses que tu aurais peut-être pas tentées si tu te voyais comme tu es à l'instant T. Ouais, exactement. Complètement. On va passer aux petites questions d'usage. Je les aime bien, celles-là en plus. Parce que je les sors de nulle part à chaque fois. Elles sont pas préparées. La personne, elle galère. Si tu commençais aujourd'hui à zéro, mais que tu gardais tes connaissances, qu'est-ce que tu ferais? Mmh. En fait, j'ai l'impression perpétuellement de recommencer à zéro. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que tous les jours, tu as des nouvelles chances de recommencer à zéro. Mhm. Et je dis ça aussi parce que j'ai été beaucoup instable, par exemple, géographiquement. Mhm. Donc, c'est cette idée de renouveau en permanence. Euh, dans ta question, est-ce que tu veux dire si tout était à refaire? Par exemple, Hmm, on te place 10 ans en arrière, tu sais ce que tu sais aujourd'hui, et tu recommences. Qu'est-ce que tu fais? ben, j'ai envie de te dire exactement la même chose, en fait. J'aime bien cette réponse, je l'ai souvent. Mais c'est plutôt bon signe. Quand la personne en face, elle te dit ça, c'est que tu interviews les bonnes personnes. Pourtant, notamment en 2018, j'ai vécu des choses très, 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 très difficiles Mhm. euh, dans beaucoup de domaines. J'ai perdu mon job 2 fois, j'ai rompu avec le copain avec qui j'étais pendant 7 ans, j'ai déménagé dans 4 pays différents, euh, j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Bref, il s'est passé énormément de choses qui m'ont mise en fait face à mon ego et qui m'ont déconstruite, mais ça m'a permis de me reconstruire. Et en fait, tu Mhm. vois, j'ai fait ce tatouage de papillon. J'ai fait qu'une seule aile et bientôt je ferai la deuxième parce que la transformation a eu lieu, tu vois. Mhm. Ok. Et, euh, et bref, tout ça pour dire que je ferai la même chose. J'aime, tu vois, me réveiller et me dire, je veux pas choisir d'autres vies parce qu'en fait, celle-là, je la trouve magnifique. Les leçons que j'apprends sont géniales, me font grandir. Mhm. Et ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive d'être en colère, et ça, tu vois, ça m'arrive de ne pas comprendre comment parfois réagir à certaines choses. Mais il y a eu énormément d'évolutions qui ont eu lieu, notamment ces 2 dernières années. Mhm. Et je referai la même chose, complètement. Parce que j'ai Génial. l'impression que là, tout est en train de vraiment s'ouvrir. Et justement, le fait d'avoir pu avoir tous ces déclics, toutes ces expériences, ça m'a permis, moi, de me construire pour ensuite construire un business
et pouvoir créer un impact à long terme. Ok, Donc, ouais. intéressant. Si tu devais garder avec toi un seul livre, ce serait lequel? En général, les gens, ils n'aiment pas cette question. Euh, je pense que c'est le livre que j'ai sur ma table de nuit. Attends. Untethered Soul. Je sais pas, je connais pas. Connais. D'accord. Je sais pas comment on dit en français. Je ne sais pas comment traduire ça non plus. Mais c'est pas grave, on va le trouver. Ceux qui nous regardent ont qu'à parler anglais. S'ils ne parlent pas anglais, bah, vous prenez le nom de l'auteur et vous cherchez en français. Voilà, c'est Michael Singer. Ok. S-I-N-G-E-R. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à ouvrir son cœur. Mhm. Et que quand tu gardes ton cœur ouvert justement aux choses qui t'arrivent, aux opportunités, ben, tout coule. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et donc, Super. ça t'apprend à garder un état d'esprit assez positif sur les choses. Mhm. Génial. Ouais. Si tu devais donner un seul conseil à ceux qui nous écoutent et nous regardent, ce serait quoi? Euh, je sais pas si ça sonne bien en français. Goûte à la vie, en fait. Goûte, taste life. Parce que, en fait, ça vient d'une phrase de Rumi, Mhm. le poète qui disait tous les mortels vont goûter à la mort, mais seuls certains vont goûter à la vie. J'adore. Et ouais, je trouve ça magnifique. Et en fait, pour moi, c'est ça, tu vois. On a l'impression de vivre, mais parfois on vit comme un zombie. Mhm. Et on goûte pas forcément, on prend pas forcément le plaisir là où il est. Et moi, c'est mon chemin de vie, en fait, de continuer à apprendre ça, de m'inspirer de personnes qui le font Mhm. et d'apprendre au fur et à mesure. Mhm. Donc pour moi, c'est vraiment cette question-là. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que vraiment j'y goûte ou est-ce que je survole? Est-ce que je fais comme tout le monde? Ou est-ce que je vais vers est-ce que je vais là où mon cœur me porte? Ok, Donc ouais, goûte à la vie, vraiment. ok, super. Est-ce que tu as un mot que tu voudrais ajouter, quelque chose, peu importe, pour finir cette interview, un mot de la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose encore? Enfin, euh, j'ai simplement envie de dire aux personnes qui regardent que on a tous des chemins très différents, mais enfin, j'ai fait des centaines d'interviews et peu importe d'où vient la personne, peu importe quel est son parcours, Mhm. j'aimerais qu'on apprenne à regarder l'autre, comme on disait en fait avec son cœur, tu vois, vraiment, pas s'arrêter à la façon dont elle est habillée, la façon dont elle parle, l'argent qu'elle gagne, le pays d'où elle vient, son âge, Mhm. etc. Mais vraiment essayer de connecter avec la personne et d'en extraire des leçons. Je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre les uns des autres. Mhm. Et, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire, tu vois, de ma vie. C'est vraiment au fil de mes rencontres, de compacter tout ça et de dire voilà ce que cette personne a appris et elle a il y a une beauté dans un échange Mhm. et son parcours peut nous inspirer en fait à nous-mêmes passer à l'action et suivre nos passions. Ok, Donc, super. voilà. C'était un très beau mot de la fin. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, où est-ce qu'ils te retrouvent? Alors, je suis sur Instagram Hélène Clabec, Mhm. HELENECLABECQ. On mettra le lien. Et mon site, c'est Lives Disrupted. Donc, pour l'instant, c'est en anglais, mais je commence à faire des interviews en français aussi. Ok. RUU. livesdisrupted.com. On mettra de toute façon les liens en description de cette interview pour que tout le monde puisse te retrouver facilement. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as partagé avec moi et avec ceux qui nous écouteront. C'était très cool. Je passe un très bon moment. J'étais content de parler un peu moins de business et de marketing que d'habitude. De temps en temps, j'aime bien aussi, tu vois. Ça change et ça amène d'autres perspectives et d'autres façons de voir le monde. Donc, c'était très cool. Merci à toi, merci pour ton temps. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt!